Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf, CTM 2021. Aujourd'hui, je reçois le député de Fort-de-France, le patron du PPM, le Parti progressiste martiniquais, mais aussi celui qui est arrivé en tête des suffrages ce dimanche 20 juin 2021, jour de la fête des pères. Monsieur Letchimi, monsieur le député, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bonjour à toute la Martinique. Alors, vous êtes arrivé le premier, enfin, vous avez remporté un certain nombre de suffrages qu'on pourra... voilà. Voilà. En tout cas, vous êtes devant sur la Martinique. Avec 30 000 voix. Voilà, c'est ça. Vous êtes avec 30 000 voix. Alors, avant peut-être qu'on passe à d'autres choses, peut-être que vous avez un mot à dire à vos électeurs. Les remercier, malgré le contexte Covid, fête des pères, pluie, et surtout une ambiance à l'abstention. Je voudrais remercier les personnes qui sont sorties et encourager, bien sûr, ceux et celles qui ne sont pas sortis d'aller aux urnes, parce que c'est un devoir démocratique extrêmement important. Et je peux comprendre qu'il y a une distanciation avec l'élite politique. En plus, le spectacle qu'on a donné, enfin moi directement, mais qui a été donné pendant les 5 ans qui sont écoulés, ça rassurait personne sur la question de la confiance. Donc, la majorité des gens m'ont fait confiance. Je voudrais vraiment les remercier. Alors, c'est vrai qu'il pleuvait. C'est vrai que c'est aussi la fête des pères. C'était la fête des pères. On peut peut-être expliquer ça par ça, mais peut-être qu'il y a un désamour avec les politiques, comme vous dites. Hein. Il y a quelque chose de plus profond. Ouais. Je pense que c'est la démocratie représentative, c'est-à-dire le fait d'élire des personnes qui représentent une partie ou la totalité du peuple, est en train de s'éroder, c'est-à-dire d'éclater. On ressent ça dans la teneur et dans la proportion des manifestations, les gilets jaunes, etc., mais localement en Martinique aussi. Donc il y a un besoin de reconstruction des bases de cette démocratie, et je pense qu'il faut aller vite, parce qu'autrement, ça risque de prendre de l'ampleur. Lorsqu'on a 70% d'abstention, ça commence à devenir compliqué. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a mis dans notre programme à la fois de rapprocher la collectivité territoriale des Martiniquais, ce sont les antennes de la collectivité, avec plusieurs missions, pas une petite mission, sociale, culturelle, proximité pour les entreprises, etc. Et puis, nous avons aussi décidé de mettre en place des conseils citoyens. On aura un conseil citoyen global, et ce conseil citoyen va se décliner par territoire dans les EPCI. Alors, ça peut paraître une sorte de gadget, quoi, mais c'est pas ça du tout. C'est-à-dire, ça nous permettrait de faire le lien entre la dynamique citoyenne du débat avec les projets qu'on fait dans le secteur. À Macouba, Basse-Pointe, Gaumont, peu importe, le citoyen est connecté directement avec le débat, de telle sorte que on puisse dire non, oui, on fait pas, avec un budget en plus. Hein. Je mettrai un budget en place de telle sorte que les conseils citoyens puissent décider de faire un plateau sportif, de sécuriser tel lieu. Mais ça se fait par les citoyens. Ça ne veut pas dire que l'élu n'a rien à dire, puisque c'est l'élu in fine qui va voter la somme et qui va payer. Donc c'est notre rôle de contrôler si l'argent public est bien utilisé, mais on donnera la parole au peuple. D'accord. Monsieur Letchimi, en 2015, vous avez perdu cette élection alors que vous étiez arrivé en tête lors du premier tour et vous avez perdu l'élection parce qu'il y a eu, on peut appeler ça fusion, on peut appeler ça attelage, tout ce qu'on veut. Est-ce que vous, monsieur Letchimi, aujourd'hui, vous pourrez dire aux Martiniquaises et aux Martiniquais qui nous écoutent et qui nous regardent, si vous voulez fusionner avec une liste, puisque vous êtes 4 à arriver en tête, ou est-ce que vous conservez votre liste telle qu'elle et il n'y a pas de fusion avec qui que ce soit? Je ne dirais pas ça aussi sèchement, parce que je pense que lorsqu'on est dans une élection, il faut faire preuve d'humilité. Je dirais plutôt, et en expliquant, que je ne vais pas reproduire ce qui s'est fait en 2015. Voilà. Ça nous a fait un mal considérable, nous, moi en tant que citoyen, pas en tant qu'élu, ça nous a fait un mal considérable. Vous avez vu, hein, le spectacle donné pendant longtemps, et ça a détérioré la situation sociale et économique en Martinique. Vraiment, j'entends partout la même chose. Il y a une vraie souffrance et une misère terrible. Il va falloir s'en occuper. Tout de suite, je veux m'occuper de la misère et de la souffrance des gens.
Bien sûr, il faut une vision pour le pays. Il faut des projets. Ça, c'est mon métier, à la limite, si je peux me permettre. Mais d'abord, aller chercher là où la souffrance se trouve et régler le problème. Me demander de reproduire exactement la même chose qu'en 2015, c'est pas possible. Autrement, les Martiniquais ne comprendront pas. Ils diront, écoutez, il a critiqué pendant 5 ans ça, il n'était pas d'accord. D'ailleurs, ça fait beaucoup de mal. Et il recommence une alliance contre la nature. C'est pour ça que très tôt... En 2015, vous n'aviez pas fait d'alliance. Absolument pas. Voilà. Nous sommes restés sur la même ligne, mais on n'a pas été compris. C'est ça. Bon, ça arrive. Le peuple a été séduit par une espèce de vent qui considérait qu'il fallait se mettre ensemble, même si on est au pôle Nord, au pôle Sud, en matière de pensée et de conviction. C'est pas grave, faut qu'on se mette ensemble. Bon, ça, je ne partage pas ce point de vue-là. C'est pour ça que nous avons dit, nous n'allons pas reproduire. Donc l'alliance est faite, d'accord. D'autant plus qu'on a pris 2 ans pour faire l'alliance. Et quand on regarde la liste, on voit bien qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes différentes, mais nous partageons le même objectif, des progressistes de droite, de gauche, etc. Pour que les gens comprennent bien, quand vous parlez d'alliance, M. Letchimy, c'est l'équipe qui était au premier tour. Votre liste s'appelle Alliance. Dès le premier tour, vous avez fait une liste qui s'appelle Alliance. Mais on a fait ça volontairement en plus. Justement, mais il ne faut pas que les gens puissent croire que vous avez fait Alliance entre les 2 tours. C'est pas ça. Non, pas du tout. D'accord. La liste s'appelle Alliance en créole, Martinique. Voilà. Donc nous avons déposé une liste la semaine dernière et les Martiniquais et Martiniquaises ont voté sur cette liste. C'est la même liste. Très bien. Qui a été redéposée aujourd'hui d'ailleurs pour nous permettre de nous représenter face à la population. Alors, si la population vous donne cette élection, j'ai envie de dire, les manettes de la CTM, vous avez beaucoup de chantiers qui vous attendent. Quels sont vos chantiers prioritaires dans les 30 jours, dans les 3 mois à venir? Est-ce que vous avez des chantiers prioritaires pour désencailler, je crois que c'est un terme que tout le monde connaît, puisque tout le monde l'utilise, désencailler le pays et donner espoir aux Martiniquais, et puis aussi réconcilier peut-être les Martiniquais? Oui. Moi, je voudrais tout d'abord, si vous permettez, dire une chose très simple. Je fais confiance aux Martiniquais pour choisir les meilleurs. Il faut vraiment faire confiance au peuple martiniquais. Ne pas considérer que comme il n'y a pas voté, c'est critiqué, etc. Et ils ont fait leur choix au début, pour certains. Et surtout, je souhaite vraiment que beaucoup de personnes sortent pour faire vraiment un choix. Je leur fais confiance pour choisir les meilleurs. La chose la plus importante pour moi, c'est qu'on reparte sur de nouvelles bases pour que ce pays puisse voir plus de lumière et moins d'ombre. Et que ce pays donne des perspectives à la jeunesse. Et que les personnes âgées ne soient pas autant maltraitées dans le soutien qu'on peut leur apporter par une collectivité qui est totalement déconnectée par rapport à la réalité. Une collectivité qui n'a pas d'organigramme depuis 5 ans. J'ai regardé ça dans le détail, j'ai les documents. J'avais jamais vu. Ils ont produit un organigramme en 2017. Il n'y a que des cases vides. Il y a quelques personnes nommées, puis il n'y a que des cases vides. Donc, on a vraiment une situation très grave. Il faut vraiment... Je n'essaie pas de dire ça pour inquiéter qui que ce soit, mais par mon expérience, franchement, la situation est grave. Donc, il va absolument sortir. Alors, à votre question, quelles sont les priorités? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais d'abord, l'activité et le travail, si je peux me permettre. Parce que c'est là où on peut lever les bons matins et puis où on peut aller gagner un pain, parce qu'on est à côté où on peut gagner un pain, qu'on peut sentir comme homme ou femme, ou qu'on peut sentir comme digne et responsable vis-à-vis des issues. Parce que là où on peut lever le matin, on peut n'y a rien pour faire. Et on peut aller tout pas toucher champ en bas pour faire pareil. Tiens, mais là, il y a 3 jours parce que pain pour là, etc. C'est extrêmement douloureux. Et si il y a un bagage qu'on peut lancer très rapidement, c'est la relance économique de l'activité. Bien sûr, il manquait passer par le BTP, parce qu'on n'a pas le choix. Si vous voulez relancer la machine tout de suite, c'est par le BTP, notamment les projets qui sont parés, qui prêts. Et deuxièmement, j'insiste beaucoup sur l'agriculture. Bien sûr, il va falloir, deuxième priorité, qu'on se batte énormément pour pouvoir régler le problème des aides qu'on donne aux gens. On ne peut pas attendre des mois, 4 mois, 1 an. On prend l'exemple de la PA. Je vis un élu, et d'ailleurs de Fort-de-France et de la collectivité, qui n'arrête pas de se gloser, M. Carole, sur le fait que tout marche bien pour la PA. La PA, c'est quoi, s'il vous plaît? L'aide personnalisée pour l'autonomie des personnes âgées. C'est une aide due. Et cette aide due-là fait l'objet
calcomanie, de tripotage qui rendent dépendants les gens d'une situation budgétaire parce qu'on veut faire des économies. Vous imaginez, on passe là par le coût horaire de 13 € à 19 €. OK, c'est super, très bien. On passe de 13 à 19. C'est même pas suffisant. Mais en même temps, on va diviser le nombre de par D. On diminue le nombre d'heures. Donc, ça veut dire que la personne, pour pouvoir rester dans l'enveloppe qu'on donne, est obligée d'être gardée moins longtemps. Bon, il y avait la télésurveillance qui était payée par la collectivité. Les personnes âgées viennent de recevoir un courrier pour leur dire télésurveillance là, c'est fini. Nous avons peut-être besoin de subvention, mais nous n'avons pas payer encore. Que tu as aller ça? On est des gens de 95 ans, 90 ans qui a souffert, pourquoi on dit comme ça, ou dans une situation comme ça, c'est pas possible. Quant à la PCH, les handicapés dont on ne parle pas assez, ça me semble très utile. Donc la solidarité. Mais monsieur le député, on parle d'argent. Cet argent dont vous parlez, s'agit-il de l'argent de la collectivité, ça veut dire des Martiniquais, ou s'agit-il peut-être de l'argent du président du conseil de je ne sais pas quelle assemblée? Moi je pense que c'est l'argent des gens, des contribuables, c'est l'argent peuple-là. Comment les recettes arrivent? Les recettes arrivent par plusieurs flux, les impôts directs et indirects, payés par qui? Par le peuple-là. Et ça arrive par aussi les taxations multiples sur l'essence, sur tout ce qu'on veut, l'octroi de mer, et puis ça arrive aussi par le biais de l'État. Donc cette aide qu'on donne aux gens, l'argent de la collectivité, l'argent nous, qu'on donne à ces gens-là, il suffit qu'ils en aient le droit, de par peut-être leur âge, leur situation financière, et ça devrait suffire pour qu'on leur accorde l'aide. Bien sûr, mais sur la base des critères, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais honnêtement, ce qui a été conçu comme mode de fonctionnement de la collectivité territoriale, c'est que l'argent appartient au président. C'est son argent. Donc il en a la responsabilité personnelle, bien sûr, certes devant les obligations juridiques, mais il en fait son obligation personnelle. Et il décide de tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il lise est parti, Mon plaisir est parti, ni l'or, et c'est tous ceux-là qui considèrent qu'il y a un excès dans ce domaine-là ne peuvent pas. Bon, mais il a fait ce qu'il a pu. On n'est pas là pour passer du temps à critiquer. Bien sûr. Et le président, on pourrait même dire qu'il a fait ce qu'il a pu. Pour ceux qui le connaissent très très bien, je pense qu'il est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire. Mais il faut surtout éviter ça. Et les trois autres priorités, c'est l'éducation, c'est l'eau, et c'est bien sûr le transport en commun. L'éducation, pourquoi? Parce que c'est très important que les Martiniquais et les Martiniquaises se sentent sécurisés par une stratégie tant dans les lycées, dans les collèges, dans les formations professionnelles, dans les formations multiples, que leurs enfants sont pris en compte dans le combat que nous menons. Et la deuxième chose, sur la question de l'eau, bon, c'est pas la peine d'éterniser, nous allons faire Séguino, nous allons boucher les trous, nous allons faire les réservoirs, et on va lancer un plan eau qui va jusqu'à un prix unique de l'eau, une structure unique de l'eau et surtout un prix social de l'eau pour permettre aux plus démunis d'avoir un tarif beaucoup plus bas parce que ça coûte trop cher. On punit les gens en leur faisant payer un prix de l'eau le plus cher de France. Alors, quand vous parlez de l'eau, vous parlez du BTP, vous parlez de l'agriculture, nous sommes en pandémie. Donc, pour tout ça, nous avons besoin d'eau. Mais on va faire peut-être un petit bond en arrière. Je vais vous montrer un petit film que j'ai retrouvé où M. Jean-Joseph, ancien maire de la Rivière-Salée, ce qu'il a fait pour faire arriver l'eau dans le centre et le sud de la Martinique et l'acharnement qu'il a conduit à faire ça. Et vous allez nous parler peut-être de ce monsieur, si vous le connaissez, mais surtout de votre acharnement à vous pour pouvoir faire ce qu'il a fait, parce qu'il a fait quelque chose de formidable. On peut y aller, Manuela. Malgré quelques incidents ici et là, l'eau coule à flot dans le réseau de canalisation de Martinique, ça n'a pas toujours été le cas. Et lorsque, difficilement, vers le milieu du siècle, on l'obtenait au robinet, elle n'était pas exempte de typhoïde ou d'autres maladies. Alors, sur la naissance du réseau de distribution d'eau en Martinique, un document exceptionnel que nous devons à Anka Bertrand, un document aimablement mis à notre disposition par ICV. Ces images du centre et du sud de notre île datent de la fin des années 40. Elles témoignent non seulement de l'aridité et du peu d'activité agricole dans ces régions, mais aussi des conditions d'hygiène de l'époque, dues principalement au manque d'eau. Pour les besoins domestiques, des moyens de fortune étaient utilisés. On faisait bouillir l'eau des mares. On récupérait l'eau de pluie par des systèmes de gouttières en bambou installés près des églises et de certaines habitations. Et en période de carême, l'eau était acheminée par les vapeurs du service côtier. Ma mère, tous les jours, elle donnait un seau d'eau à chaque habitant du bourg de Sainte-Anne
pour pouvoir faire à manger. En 1948, Alphonse Jean-Joseph, maire de Rivière-Salée, fonde le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique, regroupant 16 communes et autrement appelé le SIXM. Sa toute première mission, alimenter le sud en eau potable. Grâce à la ténacité et au dynamisme d'un homme hors du commun, les conditions de vie du centre et du sud de la Martinique allaient bientôt changer. C'était son violon dingue, c'était une idée fixe chez lui, de réaliser ça. Par tous les moyens, et Dieu seul sait combien de voyages il a fait en France, à ses propres frais, avant de monter cette affaire. Dès 1948, de gigantesques travaux sont entrepris. Le SIXM trace la carte souterraine de l'eau. Et en mars 1954, au moment où sévit une terrible sécheresse, tout est mis en œuvre pour que l'eau potable atteigne l'extrême sud de la Martinique. Un premier pari est gagné. 1948, monsieur le député, 1948, on est en 2021, et j'ai presque l'impression qu'on va retourner à ça si on ne fait rien pour l'eau. Hein. Parce que vous avez vu les tuyaux qui ont été implantés, monsieur Alphonse Jean-Joseph qui a fait des allers-retours sur Paris avec ses propres deniers, semble-t-il, d'après le reportage. Merci à RFO, ce sont des images d'RFO et d'ICV. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous regardez ça? Moi, je pense que c'est exactement cet esprit de pionnier qu'il faut avoir. Et cet esprit de conquête qu'il faut avoir. Cet esprit le besoin que nous avons qu'on nous restitue notre fierté. Et en rendant le travail que Alphonse Jean-Joseph a réalisé, je pense aussi à ceux à l'époque, je pense qu'ils se connaissaient, Aliker et Dr Aliker et Alphonse Jean-Joseph, parce que beaucoup de personnes mouraient de la typhoïde à Fort-de-France, vraiment beaucoup. Et lorsqu'on a fait à peu près la même chose du côté de Fort-de-France, on a ramené l'eau de Posco-Lombalata, et on arrivait du côté de Guédon. Et Aimé Césaire, un peu comme Alphonse Jean-Joseph, a mis en place la régie des eaux. Pas dans la même époque. Oui. Jean-Joseph a précédé Césaire avant, puisque Césaire arrive après à la mairie de Fort-de-France, en 1945. Donc c'était cette époque-là de conquête. Et cet esprit de conquête qu'il faut restituer. Bon, voilà, je trouve que c'est exceptionnel. Et c'est un peu cet esprit de conquête, de fierté, de combativité que je veux donner absolument au pays pour l'avenir. Mais on sera face à ça. Je veux surtout pas faire de commentaires sur le fait que j'ai entendu certains dire c'est nous qui avons fait le réseau du SIXM, c'est nous qui avons créé le SIX. Je veux surtout pas rentrer dans ces polémiques. Là, c'est clairement dit que c'est M. Jean-Joseph, je crois. Oui, mais je veux éviter des cancans à tout prix et des polémiques parce qu'il faut absolument qu'on se rende compte qu'en Martinique, on est en train de vivre plusieurs drames en même temps, à la fois le drame de l'appropriation de tout, le drame de dire, y compris l'argent c'est à moi, y compris le passé de l'autre c'est à moi, etc. C'est un petit peu dramatique, donc je trouve que c'est plutôt triste, plutôt que de rire de ça ou de faire des commentaires. Alors c'était compliqué pour eux à l'époque. Aujourd'hui, il faut un véritable plan Marshall, j'ai coutume à le dire, pour l'eau, parce que l'eau c'est les tuyaux qu'il faut changer. 40 ou 50% de l'eau s'en va dans les terres, que nous payons quand même. Donc, vous avez... En fait, j'ai l'impression que ce défi de M. Jean-Joseph en 48, vous louez, là. Vous louez. Mais ça a intéressé l'eau parce que peut-être le petit avantage que j'ai, c'est que c'est mon métier. Oui. Donc, à la fois politique et technique, quoi. Ça peut me donner un avantage. Mais bon, je pense que nous avons tous la volonté de bien faire. Oui. Et chacun a pu faire ce qu'il a pu. Oui, ce chantier... très important, mais il n'y a pas que ce chantier-là. Bon, oui, je pense qu'on est à la fois sur une dimension importante en matière de masse financière. La Guadeloupe a commencé sa petite révolution sur l'eau aussi. Il faut qu'on fasse notre révolution sur l'eau. Régler ces guineaux, c'est pas régler le problème de l'eau. Parce que Vivier ne produit que 50% de ses capacités. Et vous avez raison, nous avons 50% des eaux qui fuient partout. On a vraiment un problème aussi d'intelligence en matière de production d'eau à mettre en œuvre, notamment la question des forages, la question des nappes phréatiques qu'il faut gérer, la question des bassins de redistribution à travers des réservoirs hyper adaptés à la réalité, la transformation de l'eau de mer pour refroidir les turbines, et remettre la question des réservoirs d'eau de pluie
pour que les familles puissent stocker l'eau de pluie et les utiliser pour leur jardin, leurs toilettes, etc. Enfin, c'est pas tout dit bêtement et méchamment, on nous fait des 100 millions d'euros de travaux et puis nous règle le problème là. Il faut parallèlement construire quelque chose qui puisse nous permettre d'aller dans le sens de M. Jean-Joseph, de dire c'est pas seulement le tuyau qui compte, c'est la capacité que nous avons d'être suffisamment et précis pour avoir une facture la moins élevée possible. C'est pour ça que pour moi, l'investissement sur l'eau a d'abord comme objectif de diminuer le prix de revient. On ne peut pas avoir un prix de revient au nord qui est différent du sud. Et on ne peut pas avoir un prix de revient le plus élevé. Donc il faut trouver un médian qui puisse nous permettre d'économiser par la performance technique. Vous savez, nous avons fait un petit sondage. Et les 2 sujets qui reviennent prioritairement pour les Martiniquais que nous avons interrogés, Martiniquais et Martiniquaises, c'était l'eau et le transport. On va y arriver. Donc, le transport, je l'ai cité en 5e position chez moi, parce que c'est la condition de respect du droit au déplacement. C'est-à-dire, quand je parle du droit au déplacement, j'ai fait l'expérience, mon enfant, où on prenait les taxicos à Dosité-Gaumont pour aller au bourg, pour aller au Verpère avec ma grand-mère. Et je trouvais que le fait d'être assis enfant dans un taxico et ma grand-mère parlait de moi, et puis on les tègle, ça tègle, on les tègle toi les marchandises qu'elle allait vendre au Verpère, au Robert ou à Trinité, ça dépendait. Ouais. Et je trouvais que c'était pour moi un monde que je découvrais. Et ça me permettait de me déplacer, parce qu'autrement, on était quand même en caille tout le temps. Et ça m'a toujours énormément touché. Et quand je voyais que ma grand-mère payait ces petits sous au taxi qui étaient pratiquement fait payer en course, pas des courses, il était qu'à faire payer là. Donc, pour moi, il faut, au-delà de la modernité, TCSP, Belbus, comme ça, il y a aussi le droit pour un peu de nos enfants de ne pas se réveiller à 4 heures du matin pour aller à l'école. Les personnes qui sont femmes de ménage, j'en connais une, elles marchent de Fort-de-France à Cher à pied. Bon. Il faut qu'on ait un transport moderne, accessible à tous. C'est pour ça que je veux aussi mettre un passe transport pour les personnes âgées, les personnes les plus démunies. Donc il faut moderniser. Il ne faut pas hésiter à utiliser la mer. Je ne comprends pas pour quelle raison on a peur de la mer comme ça. On a l'impression qu'il y a une sorte de repoussoir mer. La côte Caraïbe peut parfaitement être desservie sans mettre des infrastructures routières à milliards d'euros. Il faut absolument développer le transport maritime, franchement, public. Il y a déjà des quais dans pas mal de ces communes-là. Il faut métier rajouter des quais, oui. Il ne faut pas seulement ce sera casse-pilote, il faut que c'est cher, là, il est prêché, et moi, les grands, ils viennent, maman dit, oh, c'est prêché, est-ce qu'on peut contourner? Il dit, moi, oui, c'est possible de faire ça, avec un bateau adapté. On pourrait désenclaver en rivière. Transport, pour moi, très important. D'accord. Quels sont les autres projets? Peut-être que, parce que Manuela me fait savoir qu'on a bientôt fini. Alors, il y a tellement de choses à voir, mais bon, 25 minutes, on ne peut pas tout dire, mais bon, des priorités. Oui, il y en a beaucoup. Nous avons dans nos programmes proposé un plan de relance sur la question du BTP, de l'eau, mais aussi la question sociale, c'est-à-dire la précarité des gens, la souffrance des gens. Mais nous avons aussi prévu de relancer la culture et l'art. Je pense que la Covid a complètement ignoré des personnes hyper fragiles. Je rencontrais beaucoup de personnes, des petites boutiques, des artisans, des musiciens, des artistes qui vraiment, après la Covid, sont en train de mourir, pour ne pas dire de faim. Il y a des musiciens qui vendent leurs instruments pour manger. Oui, exactement. Donc là, je pense qu'il faut réouvrir ce dossier-là pour accompagner le maximum de personnes qui sont dans la précarité. J'ai demandé aussi un plan de lutte contre les inégalités. Dans chaque commune, je veux savoir quelles sont les personnes qui vivent de l'extrême précarité. Je veux savoir au Gaumont, à Trénel, à Volga-Plage ou à Saint-Esprit, qui monde qui a domicile, ou un grand monde qui pas en feuilleton dans les têtes lits, qui a pas d'eau, d'électricité. Et c'est pour ça que je veux restituer aux communes l'aide sociale. Bien sûr, il y a une convention. Mon qui utilisait mal là, il peut pas y l'année suivante, mais au moins utiliser et mon œil. Puis on va demander au maire d'impliquer dans un collège de débat, de discussion, bien sûr l'opposition, pour que l'opposition ne soit pas écartée de la décision sociale. L'argent, pas ta personne, c'est ta peuple-là. Donc c'est nous qui avons aidé un monde, aider, indépendamment des histoires politiques, parce qu'on n'a pas aliéné ma maman. Aimé Césaire n'a pas fait ça. Elle a bout de terrain à Trénel, elle a fait une petite maison pendant 25 ans, toile après toile. Et à jamais, à aucun moment, on lui a dit je te donne 1000 euros et pas oublier, c'est moi qui barre au lit. C'est pas possible. Donc je suis très attaché à ça.
L'émancipation, c'est le droit à l'activité, le droit à la culture, le droit à l'éducation et le droit d'exister. Parce qu'on ne construit pas son origine en fonction de sa volonté. On est tel qu'on est, c'est à nous, élus, de pouvoir harmoniser les choses. Et puis la dernière chose, ça c'est le plan social. Deuxième chose, c'est la relance économique à tout niveau. Il faut vraiment que la Martinique retrouve une fierté à la fois parce qu'elle est identifiée comme prometteuse. On était le premier de la classe. On est passé 3e, 4e, 10e de la classe. En Outre-mer, hein. Bon, il y a des gens qui disent tout va bien. Je ne comprends pas du tout. Ça va pas du tout bien. Il faut qu'on redevienne les premiers. Donc il faut qu'on le veuille ou non, qu'on soit un peu en compétition avec la Guyane, Sainte-Lucie, Barbade, Dominique. Mais une compétition saine, propre. Et puis troisième chose, je veux qu'il y ait une gouvernance économique qui puisse nous permettre de construire cette attractivité. Parce que si on veut pas que les jeunes partent, c'est bien de dire qu'il faut que les jeunes reviennent. Ça suffit pas. C'est dire que la famille a besoin que les jeunes reviennent. Et que si la famille a besoin que les jeunes reviennent, il faut les faire revenir dans une attractivité économique saine qui leur permette d'assurer la compétitivité de leur idée et qu'ils s'installent, qu'ils créent. C'est pour ça que je veux qu'il y ait une gestion prévisionnelle des emprunts et des compétences par filière économique. La pêche, l'agriculture, la biodiversité, le numérique. Et qu'on sache à l'année qui arrive, l'année prochaine, combien de monde nous avons besoin pour qu'on puisse former les gens rapidement pour avoir des postes et faire venir à ce moment des gens parce qu'on sait qu'il y a des postes à pouvoir, ne pas faire revenir les gens et puis les mettre en compétition avec ceux qui sont sur le plan localement. Dernière chose, c'est sur la gouvernance. Je veux vraiment une gouvernance apaisée. Et lorsque je dis que j'intègre l'opposition, c'est pas dire que... J'ai même des amis qui m'ont dit « Pas fait Baïtala, c'est M. Kayamerdo, etc. » J'ai dit « Non, non, non. Il faut faire. Parce qu'il faut partager le pouvoir. Et c'est pas parce qu'on a gagné qu'on met toute la bagaille. Donc il faut partager le pouvoir. Et je tendrai la main si nous sommes extrêmement stricts sur le fait de ne pas avoir d'alliance contre nature. On répète ça. Et alliance de circonstances pour avoir le pouvoir. Ça n'a pas de sens. Par contre, nous tendons la main de telle sorte que l'opposition, si nous gagnons, eh bien, rentre à la fois dans l'exécutif, une personne, et des commissions. Ça nous permettra de construire ensemble des choses et de faire la démonstration d'un partenariat politique pendant les 7 années qui viennent, de telle sorte qu'on puisse essayer de redresser le pays. La volonté commune que nous avons tous, c'est surtout pas le renouvellement de l'équipe actuelle. C'est pas que j'ai quelque chose contre M. Marie-Jeanne. Et M. Marie-Jeanne fait partie des hommes qui ont marqué la vie politique en Martinique. Personne ne peut nier ça. Ça dépend de la marque qu'il a laissée, mais il a marqué. Donc on ne peut que noter ça. Mais honnêtement, la Martinique doit passer à autre chose. La Martinique a besoin de vivre ensemble, de bien-être et d'être réconcilié. Là, vous avez une lourde tâche qui vous attend. Pendant 7 ans, vous aurez le temps pour faire ça. Il n'y a en phrase, il dit pas de haine, pas de vengeance. Et c'est Pierre Samo qui a dit ça. Mais il y a une autre phrase qui dit clairement, honnêtement, nous sommes dans une compétition politique, mais on est avant tout des Martiniquais. Donc la compétition terminée, il faut se tendre la main. D'ailleurs, je demanderai aux adversaires, notamment ceux qui n'ont pas passé 5% ou ceux qui ne seront pas dans l'hémicycle, puisque ceux qui sont là seront dans l'hémicycle pour la plupart. Et bien ceux qui n'ont pas passé 5%, je m'aurais rencontré eux, on va les discuter pour voir quelles sont les meilleures idées qui sont dans leur programme, qu'on puisse mettre ces idées-là en débat à l'Assemblée, en leur présence, peut-être 1 point ou 2 points, pas toutes, puisqu'on ne pas gagner. Bien sûr. Et pour qu'on puisse construire ensemble et faire la démonstration aux Martiniquais que les élus, on peut en être fiers et de telle sorte que la démocratie puisse fonctionner, que le pays puisse se développer. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, Monsieur le Président, parce que toutes ces personnes qui n'ont pas franchi les 5%, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont voté pour eux. Ça veut dire qu'un certain nombre d'idées ont intéressé les Martiniquais dans ces programmes-là, et vous avez tout à fait raison de prendre les meilleurs, tout en faisant savoir qu'elles appartiennent à telle et telle personne. Mais pour le bien des Martiniquais, je pense que là, c'est bien, Monsieur le Président. Oui, mais en plus, j'irai plus loin. Je ne prendrai pas les meilleurs moi-même, parce que je vais discuter avec la personne. Oui. Je pense à Ferdinand, je pense à Orville, mais il y a d'autres. Il y en a 10 quand même qui n'ont pas passé la barre des 5%. Il y a Philippe Petit qui a de très belles idées. Bon, il y a aussi la représentante du groupe socialiste, Mme Bellé. Enfin, il y a Joc, il y a qui encore? Il y a Ralph Monplaisir, bon, si je veux bien parler, ou Yann Monplaisir. Bon,
Ce sont des Olivier Martiniquais. Bérisson. Olivier Bérisson qui m'a beaucoup touché, je le dis honnêtement, parce qu'il a une manière de penser. Je ne partage pas une grande partie de ses idées, mais il a une profondeur de pensée qui me touche beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Donc, rendez-vous dimanche 27 pour le second tour des élections. Espérons qu'il fera beau. Et même s'il pleut, ma foi, vous allez bien à la mer. Donc, vous allez voter et puis après, vous partirez à la mer. Merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour cette deuxième étape. Merci. Merci à vous, Monsieur le Président. Bonne chance aux Martiniquais. Allez voter. Merci beaucoup. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. À très vite.